Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur. Semaine du 4 mai, déjà un printemps bien entamé et ça fait du bien cette douce température. Cette semaine, on commence le bulletin avec le communautaire à bout, donc un mouvement qu'on connaît déjà depuis 2025 au moins. Communautaire à bout qui était devant les bureaux du député Donald Martel. Allons voir mes entrevues à ce sujet. OK, on est un peu à bout, hein? On s'entend? Fait qu'on demande le congédiement. On veut, dans le fond, une table de négociation avec les premiers ministres. Lundi 30 mars, le mouvement Le Communautaire à bout est devant les bureaux de Donald Martel, député, afin d'avoir une discussion avec lui sur les enjeux les préoccupants. Voici mes entrevues à ce sujet. Isabelle Bombardier, directrice générale du Centre d'action bénévole de Nicolet. Directrice générale de la rue Bécancour, un organisme de travail de rue dans la MRC de Bécancour. C'est pas bien. Catherine Lachapelle, je suis avec TDL Mauricie Centre Québec, trouble développemental du langage. En fait, moi, du côté du Centre d'action bénévole, c'est sûr que je suis ici pour revendiquer un meilleur financement à la mission, pour pouvoir assurer des conditions décentes aux employés, mais aussi nous aider à avoir un peu plus d'employés, aider au recrutement de bénévoles, entre autres, la formation de nos bénévoles. On manque de temps, on manque de gens pour pouvoir le faire. Puis ça, bien, c'est comme une perspective d'avenir qui va aider vraiment le Centre d'action bénévole à avoir continuer à avoir les services qu'il offre présentement, tout simplement. Idem, non, mais pour vrai, c'est vraiment au niveau du financement à la mission. Ça prend beaucoup de temps, faire des demandes de financement, faire des demandes par projet. Ça devient des postes qui sont instables, une prévision à long terme qui est quasi inexistante, qui a vraiment un impact sur le terrain, sur toute la grandeur de notre territoire. Fait que ça, c'est sûr et certain. Puis après ça, bien, pour garder des employés motivés puis des équipes compétentes, on a besoin d'un meilleur salaire et de meilleures conditions de travail. Fait que tout ça vient nous rejoindre, absolument. Mais comme elle dit, c'est sûr qu'on a les mêmes enjeux. C'est sûr que notre territoire, c'est de la distance pour continuer d'offrir des services de qualité. Donc ça, c'est des enjeux qui sont présents. On veut continuer justement d'avoir des employés qui viennent travailler avec nous autres au lieu de descendre au réseau public parce que justement, les salaires sont plus adéquats pour eux autres. Fait qu'on veut continuer d'avoir du monde pour offrir des services. On n'oubliera jamais que le communautaire, c'est né de la communauté. Donc on est là pour continuer d'exister puis de travailler ensemble en tout moment. Et là, ce matin, on est devant le bureau de Donald Martel. Pensez-vous que ça va avoir de l'impact, cet événement-là, et combien de personnes attendez-vous? Bien, en fait, c'est partout au Québec. Hein. Nous, on est devant le bureau de Donald Martel, mais ce matin, partout au Québec, les groupes communautaires sont devant les bureaux de leurs députés. On sait que les lundis, c'est la journée où nos députés sont dans le coin. On rencontre M. Martel à 1h. Est-ce que je pense que notre rencontre à nous va avoir un impact? Je ne pense pas parce que malheureusement, présentement, le gouvernement est vraiment en mépris total du milieu communautaire. Ils ne comprennent pas notre réalité, ils ne comprennent pas le travail qu'on fait. Je ne pense pas... en fait, ils font la sourde oreille. Je pense pas, ils font la sourde oreille. D'ailleurs, ce matin, on demande, tous les groupes communautaires impliqués dans le communautaire à bout demandent la démission immédiate de Mme Chantal Rouleau parce qu'il y a un mépris total. Elle ne connaît pas nos services, elle ne connaît pas le travail qu'on fait. Elle ne connaît pas comment fonctionne le financement à la mission. Ils ne reconnaissent pas les demandes qu'on a. Eux pensent qu'on demande juste d'avoir un peu moins de reddition de comptes. Non! On a 5 revendications très claires et c'est important pour nous. Pour le nombre de personnes, je ne sais pas. Avez-vous évalué? J'ai compté. On était rendu à 125 tantôt. 125 personnes. Puis on en entend toujours en continu, mais le dernier dénombrement, c'était ça. Je pense que le message est clair. Je pense que tout le monde au Québec peut voir qu'il se passe des regroupements. On a le support de tout le monde. C'est juste que c'est désobligeant de savoir que le gouvernement présentement ne nous supporte pas. Quand il y a toutes les entreprises, quand les gens, les familles sont là derrière nous, qu'on peut le voir à plusieurs reprises. On peut l'entendre présentement. Fait que j'espère que le gouvernement va arrêter de faire la sourde oreille. Puis on n'arrêtera pas de se taire. On va parler puis on va le crier. Hey, non, mais c'est tout le fun, puis le soleil se joint à notre cause. Aujourd'hui, c'était pas prévu. Vous êtes vraiment beau et belle à voir. Lâchez pas! Ma mère a sauvé ma vie plus d'une fois. Quand j'étais enfant et que ma mère et mon père n'avaient pas assez de sous pour me donner à manger tous les jours, les banques alimentaires étaient là. À Noël, on avait des cadeaux à cause d'eux aussi. L'enfance que j'ai eue aurait été vraiment triste si les organismes n'avaient pas été là. Quand j'étais ado, j'ai eu de l'aide pour réussir mon secondaire. J'ai aussi vu un travailleur de rue qui m'a jamais jugé et qui m'a aidé dans toutes mes passes. Ça fait de moi une meilleure personne au final. Les organismes sauvent des vies. Ça sauve des esprits et le cœur de plein de monde. Un peu, beaucoup.
dirais que juste de voir les groupes qui sont tous mobilisés, ça a une importance. Puis l'enjeu principal, c'est vraiment nos conditions de travail, que là, c'est la première fois où on se mobilise devant cet enjeu-là. Donc, je pense que ça vient rassembler les gens là, aujourd'hui. Je trouve que c'est important d'être solidaire avec tous les organismes, toutes les revendications. Ça fait des années que je vois les enjeux de financement, d'être financé au projet miette par miette. Puis je pense qu'il y a clairement un message qui a besoin d'être passé puis d'être entendu. Dans le prochain reportage, on parle d'une alliance renouvelée entre la ville de Bécancour et l'Université du Québec à Trois-Rivières. Allons voir cette entrevue. Le maire de la ville de Bécancour, Pascal Blondin, a annoncé en conférence de presse que la ville renouvelle ses vœux avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. En fait, il y a 4 projets qui sont portés par l'UQTR et la ville de Bécancour pour lesquels on veut poursuivre en 2026. Un premier projet concerne une analyse des besoins en logement, puis ensuite de mettre en place les meilleures pratiques pour venir guider un petit peu la ville de Bécancour éventuellement dans une politique de logement. Il y a un projet aussi en lien avec le service d'incendie pour améliorer la santé globale de nos pompiers. Donc, on participe à la recherche, puis on pourra par la suite faire profiter à d'autres services d'incendie cette recherche-là, puis les meilleures pratiques. Il y a un projet également qui est en cours sur la gestion de projet. Donc, comment on peut mieux gérer les projets collectivement à la ville de Bécancour d'une façon plus optimale. Et un dernier projet qui est un projet sur l'approche client, merci. Donc, l'approche client, comment, on sait que nos citoyens, ce sont des clients, donc comment on peut avoir une meilleure approche auprès de nos citoyens pour améliorer les différentes pratiques à la ville de Bécancour. Il s'agit d'un partenariat pour les ateliers d'innovation municipale qui souhaite être poursuivi dans le temps, s'exprime le maire de Bécancour. On est toujours à la recherche d'amélioration. On veut s'inspirer des meilleures pratiques, puis les meilleures pratiques qui sont soutenues par la recherche proviennent d'études universitaires très souvent. Donc, il y aura sûrement d'autres propositions qui seront faites pour les prochaines années. Mathieu Gingras, directeur adjoint du service des partenariats du soutien à l'innovation à l'UQTR, nous parle de l'importance d'une institution universitaire de s'associer à une ville comme celle de Bécancour. Pour nous, c'est très important. Historiquement, les universités ont fait beaucoup de projets de recherche, ont mené des travaux, etc. L'objectif, c'est que ces connaissances-là puissent rejaillir, servir concrètement des applications sur le terrain. De plus en plus, les villes vont s'associer au savoir universitaire et vice-versa aussi. On se rejoint parce que c'est intéressant. De plus en plus, la réalité des villes est très complexe, se complexifie au niveau réglementaire, au niveau des responsabilités, tout ça. Puis d'avoir un pas de recul, d'être accompagné par des professeurs, des chercheurs, des laboratoires qui peuvent les amener à prendre des décisions souvent un petit peu plus stratégiques, plus réfléchies, bien, c'est intéressant. Donc, tout le monde y trouve son compte. Nous, ça nous permet de développer un créneau très appliqué pour notre recherche. Puis du côté des villes, des municipalités, bien, ça vient les outils aussi dans leur quotidien. Donc, c'est une belle rencontre à mi-chemin entre des cycles souvent qui sont très longs au niveau de la recherche, puis une réalité où il y a des prises de décision qui doivent se faire très rapidement dans les villes, des fois de façon réactive aussi. Fait que c'est de trouver un juste équilibre pour venir vraiment concilier la recherche et les besoins fondamentaux des villes. Un déploiement qui s'effectue depuis 2024 au niveau de la recherche. Ce qui est novateur dans l'atelier d'innovation ici en innovation territoriale à Bécancour, c'est qu'on vient vraiment allier formation continue et recherche. Donc, c'est vraiment l'alliance des deux approches. Donc, la formation continue permet de faire des gains rapidement à travers des programmes qui sont développés spécifiquement pour des besoins de l'organisation municipale. Donc, on répond à des besoins de formation, d'amélioration continue concrets maintenant. Puis la recherche, bien, qui est sur un temps un petit peu plus long, permet d'apporter des solutions innovantes à des enjeux, on l'a vu tantôt, comme l'habitation, l'accès au logement, des enjeux aussi de maintien en emploi, sécurité pour des corps de métier comme le service de sécurité incendie, qui se déploie sur un temps un petit peu plus long. Donc, ça permet de concilier vraiment les deux approches. On voit beaucoup dans d'autres types d'ententes avec d'autres villes des projets qui sont axés vraiment plus sur la recherche ou juste la formation continue. Ici, l'innovation est vraiment qu'on déploie les deux volets de façon simultanée.
pour se donner le goût à l'été qui s'en vient. On retourne en arrière un peu en 2025 avec Claudie Geoffroy qui sillonnait notre territoire l'an dernier à la recherche d'événements estivaux. Cette fois-ci, elle s'est rendue à la communauté Holstein Québec réunie à Nicolet. Allons voir son reportage. 12 juillet 2025, je me trouve présentement à la ferme Antélimarque de Nicolet pour un événement provincial bien spécial. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous y emmène avec moi. Aujourd'hui, on a reçu et on est toujours en train de recevoir le Pique-Nique Holstein Québec 2025. C'est un événement qui a lieu à chaque année, qui se déplace de région en région sur une ferme haute. Puis là, cette année, c'est nous qui le recevons. Il y avait la visite de la ferme toute la journée, il y avait un monde des enfants avec jeux gonflables, maquillage, il y avait plein de kiosques d'exposants aussi qui étaient là. Il y avait de l'animation à la scène durant toute la journée, il y avait eu la présentation du troupeau et de la famille, il y a eu un concours d'expertise, de jugement sur les vaches laitières, il y a eu un concours de présentation aussi pour les jeunes, pour comment présenter une génisse à l'exposition. Puis là, au 5 à 7, on avait une activité de deck hockey. On avait des professionnels de hockey issus du monde agricole qui sont venus faire un défi avec les jeunes étaient invités à venir faire les défis contre eux. Puis là, ensuite, le chansonnier, le duo Les Chums qui sont là pour finir le 5 à 7. On a l'expédition, hommage aux Cowboys fringants qui sont là ce soir pour finir avec une prestation de Danick Bastien comme DJ de fin de soirée. Fait qu'une grande journée bien comblée puis qui plaira à tous les goûts, là, de ce que je peux comprendre. Ouais, on a essayé d'avoir une activité pour toute la famille, du début à la fin de la journée. Là, j'imagine que dans les autres années, vous deviez participer à cette journée-là en allant visiter d'autres fermes. De recevoir ça chez vous aujourd'hui, comment tu trouves ça? C'est un gros événement qu'effectivement, à chaque année, c'est au calendrier, là, ça nous permet de visiter le Québec aussi. Puis c'est un peu ça, c'est pour ça qu'on a reçu beaucoup de monde aussi. Il y avait du monde de partout dans le Québec qui mettent ça à l'agenda puis qui viennent passer une couple de jours dans la région. Fait que là, de recevoir ça, c'est ça. On savait à quoi on s'attaquait comme événement, mais quand même de le réaliser, là, ça nous a justement fait réaliser que c'est pas rien. Là. Ça avait de l'ampleur. C'est une grande communauté. Ouais, c'est ça. Pourrais-tu me dire à peu près combien de personnes sont passées ici? Parce que je pense qu'à un moment donné, il y avait énormément de monde dans l'après-midi. C'est dur à dire pour l'instant. On n'a pas fait les décomptes, là, mais d'habitude, c'est un événement qui reçoit entre 3 et 5 000 personnes. Puis là, avec la proximité qu'on a avec la ville, on pense peut-être être du moins dans cette range-là. Puis c'est sûr que c'est une belle fête pour vous de faire découvrir votre ferme. Puis c'est vraiment une belle journée. On est chanceux, on a une belle température. On est très chanceux. On le souhaite. Ça fait 1 an qu'on souhaite qu'il fasse beau. Puis là, il fait beau. On est super contents. Puis oui, c'est une belle fenêtre. Un peu dans la même lignée qu'on avait démarré la crèmerie. Un peu l'idée de montrer aux citoyens aussi puis aux consommateurs c'est quoi une ferme laitière moderne. Puis c'est comment que ça se passe dans une ferme au Québec. Fait que là, puis là, de jumeler les producteurs du Québec avec les citoyens et les consommateurs, tous ensemble. Puis ça nous a vraiment plu. Puis ça l'a montré aussi. Aujourd'hui, il y avait le ministre de l'Agriculture qui s'est déplacé et le président de l'UPA. Fait que les deux étaient là, justement. Je trouvais que ça illustrait bien le concept qu'on voulait donner à cette journée-là. C'était vraiment une belle journée réussie, on peut dire? Oui, à date, en tout cas, là, c'est tout ce qu'on pouvait s'imaginer. Ça a été ça. Là, tu me parlais de crèmerie tantôt. Si les gens veulent goûter à votre crème glacée, qu'on fait comment pour s'en procurer? Oui, bien là, il y a 2 façons. Il y a notre crèmerie mobile qui se déplace de festival en festival. Puis notre bar laitier aussi fixe là, au IGA de Nicolette, qui est ouvert 7 jours sur 7. Donc, toujours moyen de venir s'en procurer de la bonne crème glacée. En dernier, si tu avais à résumer la journée d'aujourd'hui en 3 mots, comment tu les nommerais? Une belle réussite. C'est donc un événement réussi pour le Pique-Nique Holstein Québec 2025 à la ferme Antélimarque de Nicolet. C'était Claudie Geoffroy pour Télécœur. À bientôt! Toujours avec Claudie Geoffroy, elle nous amène cette fois-ci à un tournoi de baseball international. Allons voir ça. Le 30 juin 2025, je me trouve présentement à Sainte-Eulalie pour un événement de balle rapide bien spécial, voire même international. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous y emmène avec moi. Je m'appelle Lisanne Desilets. Je suis l'entraîneur-chef du U15 qui va représenter le Centre du Québec au championnat de l'Est du Canada.
Et pourrais-tu nous parler un peu, Lisanne, de qu'est-ce qui se passe ce soir à Sainte-Eulalie? Ben oui, ce soir, on a eu l'opportunité, en fait, de jouer contre une équipe qui vient de l'extérieur, mais de très loin, en fait. Les Tchèques font une tournée canadienne et hier soir, ils étaient à Bellechasse. Puis, il y a quelqu'un qui m'a contacté. Dans le fond, il y avait un contact avec Softball Québec là, pour jouer un match contre nous aussi. Fait que pour eux, ils sont en préparation, eux autres aussi, pour un championnat. Nous aussi. Donc, c'était parfait d'organiser un événement là, pour jouer contre eux. Et là, ce soir, je pense que c'est soir de doubler, c'est bien ça? C'est en plein ça. Tant qu'à être ici, on est aussi bien de jouer pour la peine. Fait qu'on fait 2 parties. La première partie, ça va être un 6 manches. Puis la deuxième partie, on va voir avec l'heure puis le temps que ça prend. Mais on devrait être en mesure de jouer un deuxième 6 manches aussi. Et là, bien, quand on se fait prendre par surprise comme ça, mon Dieu, une belle opportunité qui se présente à nous, comment on fait pour rapatrier les troupes aussi rapidement? Bien, en fait, ça fait quand même un bon mois là, que je le sais. Là, fait que, on était capable de mettre ce match-là dans l'horaire. Puis Jean-Yves Doucette, le responsable de notre ligue de semaine, a été capable de ne pas mettre de partie pour nos joueurs. Parce que dans la semaine, nous, nos joueurs, ils jouent chacun dans leur équipe respective de village. Fait que, il n'y avait aucun match là, cédulé justement pour que tous les joueurs soient disponibles pour venir participer à l'événement. OK. Puis là, bien, dans le fond, tu sais, quand on est habitué d'affronter certaines équipes qui reviennent après les années, là, de rencontrer une nouvelle équipe comme ça dont on ne connaît pas les patrons de jeu, comment on se prépare à ça? Bien, en fait, c'est ça qui est le fun un peu, puis ça va être comme ça quand on va aller au championnat. On ne connaîtra pas la majorité des équipes. Fait que c'est de vraiment être prêt, puis il y a quand même une petite émotion qui vient avec ça, justement, vu que c'est nouveau. Fait que souvent, les gars sont plus sur l'adrénaline. C'est un nouveau défi. Là, on a entendu parler qu'il avait battu Bellechasse une fois, qu'il avait perdu aussi contre Bellechasse, qu'il y avait un lanceur qui avait une balle très rapide. Fait que ça crée quand même un petit challenge là, dans la tête des joueurs. Puis c'est des petits gars qui sont prêts à tout, fait que ça leur prend pas grand-chose pour les mettre dans l'ambiance puis les préparer pour des matchs. L'été passe toujours très vite, hein, fait que oui, on se prépare, chacun dans nos équipes, mais on essaie de faire des pratiques à toutes les semaines. Puis on a toujours Bellechasse qui est toujours partant pour jouer contre nous. Fait que là, quand on a des opportunités comme ça, bien là, on est vraiment content parce qu'on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur. Des fois, il faut aller en Ontario, voir des nouvelles équipes puis avoir un calibre adéquat. Là. Fait que ça, c'est vraiment une belle surprise qu'on a eue cette année là, qui viennent au Canada. Là. On est vraiment contents. J'en ai d'ailleurs profité pour filmer la 3e manche de cette première joute très serrée entre les 2 équipes. Je vous la présente maintenant. Une balle, 2 prises, 1 ball, 2 strikes. Retiré pour le premier essai. « 36 suivi de 61. Bon. Deux balles. C'est belle une prise. Bon. 3 balles, une prise, 3 balls, 1 strike. Trois balles, 2 prises.
Ball 4. 4 balles au but. Le numéro 61 suivi du numéro 29. Retiré pour le deuxième retrait. Au bâton, le numéro 29, suivi du numéro 71. Ball. Retiré pour le troisième retrait. Ball. Swing. Oh. Malik, swing. Yes, okay. I didn't see it. Retiré pour le premier retrait. Zachary suivi de Lucas. Ball. Hey, good job. Retiré pour le deuxième retrait. Au bâton, Lucas suivi de Dimitri. C'est donc une soirée réussie à Sainte-Eulalie pour l'Express de Saint-Léonard-d'Aston. C'était Claudie Geoffroy pour Télécœur. À bientôt! On se transporte maintenant à Bécancour dans le projet La vie à Bécancour avec Lynn Richard qui nous parle de Daniel Fournier. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Daniel Fournier. Je vous présente à l'instant cette écrivaine qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Pour une première fois, on a l'honneur de se rencontrer et en fait, vous êtes une poète, une romancière, une essayiste québécoise
Et qu'est-ce qui vous a conduit à l'écriture? Il n'y a rien qui m'a conduit à l'écriture puisque j'ai toujours su que c'est ça que je voulais faire. De toute façon, je voyais, bon, je vous dis pas qu'à 3 ans, 4 ans, là, mais très, très jeune, en tout cas, disons, dès la primaire, je savais que c'était vers ça que j'allais. Et c'est une amie qui, beaucoup plus tard, m'a rappelé, avec qui j'ai fait mes études primaires, elle m'a dit, est-ce que tu te rappelles, Danielle, que quand tu étais petite, tu disais que tu allais être éditrice? Mais moi, je ne me rappelais pas du tout de ça, mais ça m'a fait me rappeler que je me suis jamais posé la question de qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Et à partir de ce moment-là, là, vous avez suivi la ligne directive pour pouvoir écrire. Donc, vous avez fait des études. Oui. Alors, j'ai choisi la facilité, d'une certaine manière, puisque je suis allée à l'université en littérature. J'ai fait un doctorat en littérature et psychanalyse. Je m'intéressais aussi à la problématique du féminin. Alors, qu'est-ce que c'est que le féminin? Qu'est-ce que c'est que de devenir une femme? Donc, j'ai toujours été interpellée par cette question-là, très jeune d'ailleurs. Ça, je me rappelle, à 15 ans, j'avais déjà un discours de cet ordre-là. Donc, ça a été assez... Ça a l'air peut-être étrange de dire ça comme ça, mais ça a été assez facile pour moi, étant donné que c'était clair dans ma vie que c'était ça que je voulais faire. J'ai pas eu à tergiverser, j'ai pas eu à... Je vous dis pas que je me suis pas jamais posé de questions, mais j'ai pas commencé quelque chose pour pas le terminer, puis aller ailleurs. Ça a été facile, d'une certaine façon, parce que je pense que... Je sais que c'est un mot qui peut peut-être être chargé de sens, mais je l'emploie au premier sens. Si on regarde dans le dictionnaire, on va voir quel est le premier sens. Je pense que c'est ma vocation. C'est une vocation. Et le mot fait penser à la religion, mais dans la définition du mot vocation, il n'y a pas la définition religieuse. Le premier ouvrage est arrivé comment? Parce que là, on parle de récit, on parle de poésie, on parle d'essai. Là, j'étais étudiante à l'université et il y avait déjà à l'époque des ateliers d'écriture. Moi, je les ai suivis, c'est quand même longtemps, avec un prof qui est mort maintenant, là. Mais, ça s'est adonné, écoutez, j'ai pas de mérite, là. Ça s'est adonné qu'il m'a dit, bon, tu devrais envoyer tes textes à telle revue, qui était à l'époque la revue La Nouvelle Barre du Jour, qui était une revue formaliste, parce qu'il y a différents mouvements en littérature. La littérature, c'est pas un champ tranquille, il y a beaucoup d'explosions, il y a beaucoup d'implosions. Donc moi, j'étais à l'époque dans ce qu'on appelait le formalisme, et il m'a dit, tu devrais envoyer tes textes à la revue La Nouvelle Barre du Jour. J'avais 22 ans. Et j'ai été publiée. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, le déclencheur de la publication, pas le déclencheur de l'écriture. Alors, le prof, il s'appelait Joseph Bonenfant. Il est mort maintenant. Il venait de Saint-Narcisse et pourtant, il enseignait à Sherbrooke, où j'étudiais. Donc, c'était plutôt ça, l'embrayeur. Et là, vous avez quand même plus que 25 ouvrages. Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont plus marqué que d'autres? Parce que chaque livre est une nouvelle aventure. Donc, je ne peux pas vous dire, celui-ci, c'est celui-là qui m'a le plus marqué. Je ne connais pas ça. Chaque livre est une nouvelle aventure, mais chaque livre aussi contient ses propres peurs. C'est-à-dire que quand on publie un livre, à chaque fois, on est comme désemparé parce qu'on ne sait pas comment le livre va être reçu. Et évidemment, les mauvaises critiques nous atterrent, nous blessent. Dans certains cas, ça peut aller même jusqu'à nous empêcher d'écrire, mais la même chose aussi pour les prix. Quand j'ai eu le prix du gouverneur général, après, je me suis dit, je ne serai plus jamais capable d'écrire, puisque ce livre-là a été reconnu par mes pairs au Canada. Il y a une pression là, qui s'installe. Oui, il y a une pression qui devient comme une faiblesse, parce que là, on ne sait plus exactement où on en est rendu. Je pourrais vous dire que, aussi ridiculement ou bêtement que possible, le livre le plus important, c'est ceux que je suis en train d'écrire en ce moment. C'est pas... Et ceux qui viennent. Parce que ceux qui sont passés, eux autres, ils font partie comme de mon jardin. Ils font partie de mon jardin, mais le plus important, c'est celui que je vais écrire. Bon... Et cet été, j'ai été assez... Enfin, pas cet été, mais j'ai passé 3 mois à Montpellier. J'étais là pour écrire. Et alors, c'était vraiment très ressourçant à toutes sortes de niveaux. Mais ce qui était vraiment bien, c'est que j'ai eu donc des commandes aussi avec des peintres, parce que je travaille aussi avec J'aime beaucoup travailler avec les gens. J'aime beaucoup travailler. Intéressant. Vous êtes en partenariat avec
avec soit une autre écrivaine ou un autre écrivain, ou avec un... Là, j'ai des commandes avec des peintres. Là, j'ai 3 peintres qui m'ont demandé de travailler avec moi. Donc, il y en a un, j'ai rempli mon mandat, j'ai écrit donc le texte. Il y en a 2 autres avec qui j'ai pas terminé. J'ai aussi travaillé avec 2 écrivains français, un livre qui s'intitule « Je vous ai lu quelque part », qui était une correspondance qui a duré pendant 5 ans. Alors, pendant 5 ans, on s'écrivait à raison de 3 lettres par année, à peu près 3-4 lettres par année. Donc, on échangeait sur l'écriture, sur nos façons d'écrire, sur ce que ça veut dire. Donc, vous voyez, j'ai comme un éventail assez large. Je fais de la poésie, oui, bien sûr, je fais de la poésie. Je fais du récit, je fais pas de roman. Hein. Je fais un récit, c'est un court roman, d'une certaine façon, ça dépasse pas 125-150 pages. Donc, je fais des récits. Et j'ai aussi fait des essais. Mais comme je vous dis, le livre le plus important, c'est celui sur lequel je travaille en ce moment. Et celui que vous travaillez en ce moment, qu'est-ce qui vous a inspiré de l'écrire? Ce qui m'a inspiré, c'est la dépendance, l'addiction. Parce que d'abord, c'est quelque chose que je connais, pas pour moi, mais dans ma famille. Là. Donc, je travaille sur j'essaie de travailler sur comment une mère vit l'addiction de son enfant. Alors, et en même temps, comment une mère perd sa vie là-dedans. Comment l'enfant, évidemment, l'enfant qui est lui-même devenu un adulte, mais je lisais, enfin, je ne me rappelle pas exactement des bons mots, mais c'est l'espace entre la destruction et l'addiction est très, très fragile. En fait, il n'y en a presque pas. Alors, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est-à-dire c'est sur quoi je veux réfléchir et comment la destruction de quelqu'un qui est addictif, les dommages collatéraux. C'est-à-dire que lui se détruit, mais il ne fait pas que se détruire. Lui, je dis lui parce que, bon, pour elle, là, c'est pas genré, là, mais cette personne-là, donc, se détruit, mais elle détruit aussi tout l'entourage autour d'elle. Et c'est ça, c'est ce nœud-là qui est un nœud gordien, d'une certaine façon. Comment on peut arriver à... Et ça se défait pas. Donc, ça demande un travail de recherche? Ah ben oui. Écoutez, écrire un livre, ça pas, je sais pas, il y a des livres qui m'ont pris 20 ans. Bon, je dirais que maintenant, ça me prend moins de temps. Ça me prend pas 20 ans, ça me prend 3-4 ans. Mais j'écris pas comme ça au fil de la plume, là. Puis il y a tout le retravail. Je sais pas, pour un récit, sans exagérer, je vous dirais qu'il y a peut-être 100 versions. Alors, 100 versions, ça fait beaucoup de lectures. Et à un moment donné... quand on travaille, à un moment donné, on dit là, ça suffit, parce qu'on vient à détester ce qu'on a écrit. Alors, on n'aime pas ce qu'on a écrit, on a envie de le jeter. Et aussi, à un moment donné, on sent qu'il perd sa forme. Et là, vous avez reçu quand même, vous êtes récipiendaire de plusieurs prix. Oui, alors j'ai gagné le prix du gouverneur général, qui est un prix qui est donné par le gouverneur général du Canada en 2011. J'ai gagné aussi le prix Alain Grandbois, qui était donné par l'Académie des lettres du Québec. J'ai été finaliste au prix de poésie de Trois-Rivières, le Festival international de poésie de Trois-Rivières. J'ai été aussi reconnue par le Canada, l'Association des écrivains canadiens-français. Est-ce qu'on peut retrouver vos livres? Oui. En bibliothèque, je pense que certains le sont, mais comme vous savez, les livres en bibliothèque qui ne circulent pas sont vendus. Dans les librairies, les livres restent 3 mois. Après 3 mois, on les retourne chez l'éditeur. Donc, si vous cherchez un livre que j'ai publié il y a 10 ans, c'est sûr que vous ne l'aurez plus. Et il se peut fort bien que les livres aient été pilonnés, parce qu'on pilonne les livres au Québec. Après, les livres ont comme une date de péremption, d'une certaine manière. Alors, si le livre n'a pas bougé après 10 ans, on les pilonne. On ne se casse pas la tête, il n'existe plus. Peut-être qu'on en garde 10-20 exemplaires au cas où il y aurait quelque chose. Mais c'est ce qui fait que certaines maisons d'édition, bon, ça existait là, je crois plus que ça existe, mais il y avait certaines maisons d'édition qui republiaient un livre ancien. Un livre ancien, c'est un livre de 25 ans. Hein? Alors, un livre qui était donc non distribué, non distribué. Parce que ce qui compte dans la publication, c'est la distribution. Si vous faites de l'auto-édition, par exemple, enfin pour les gens qui veulent publier, si vous faites de l'auto-édition, vous n'êtes pas pris en librairie. Mais ça dépend évidemment de ce qu'on veut faire. Moi, ce n'était pas mon projet. Je n'ai pas envie de faire de l'auto-édition.
J'ai jamais eu envie de ça. Moi, je voulais être publiée par un éditeur et bon, je sais pas ce que je voulais, là. Et puis, j'écris pas non plus parce que je sais pas quoi faire. C'est pas un hobby, puis c'est pas... Oh ouais, non, c'est un projet. Un livre est un projet. Comme mon jardin, qu'on peut voir, mon jardin est un projet. Je décide de faire ça. Puis, dites-moi, là, vous êtes déjà encore en processus d'écriture, mais vous avez aussi un autre projet qui s'en vient. Là, vous êtes en train de préparer des ateliers. Oui, comme j'ai enseigné pendant très, très longtemps au cégep et à l'université, j'ai enseigné aussi ici à l'UQTR, mais à l'UTA. Et j'ai fait beaucoup ça en France aussi, des ateliers d'écriture. Et là, je voudrais bien en mettre sur pied ici à Bécancour. J'en ai déjà un qui est parti, qui a 5 participants. On fait en général une activité au Moulin Michel avant Noël. Cette année encore, c'est prévu. Mais je voudrais bien qu'il y en ait un autre ou 2 autres parce que je trouve ça m'apporte beaucoup à moi d'abord. Personnellement, je le fais pour moi. Oui, mais c'est aussi que ça m'apporte de voir comment les gens réagissent à leur propre écriture. Et ça m'alimente énormément. Et aussi, c'est une façon pour moi de transmettre les choses. Je crois beaucoup à la transmission. Absolument. Puis est-ce que ça s'adresse à des adultes? Je préfère travailler avec les adultes. J'ai pas envie de faire de discipline. Quoiqu'avec les adultes, il faut en faire. Mais c'est pas la même discipline. Mais enfin, dans l'atelier que j'anime depuis déjà 2 ans, on rit énormément. Mais on travaille tout autant. Et les participants sont très, très... Enfin, ils me disent qu'ils sont contents. Et bon, comme là, on a développé une espèce de familiarité, de sympathie, d'empathie. Alors là, on est en train d'entrer dans un autre processus où chacun va développer son propre projet personnel. Écrire, c'est pas se dire, ça a l'air étrange, là, mais écrire, c'est pas se dire soi, c'est dire en soi le monde. Écrire, c'est comment est-ce que je vois le monde et c'est dire comment je vois le monde. Est-ce que vous pensez qu'on peut en vivre? Non. Enfin, pas moi. Moi, je ne peux pas en vivre, c'est pour ça que j'ai enseigné toute ma vie. Là. Mais quand on fait des best-sellers, ce que je ne suis pas capable de faire, je le reconnais, je ne suis pas capable de faire des best-sellers, on ne peut pas en vivre. D'abord, le tirage d'un livre au Québec, c'est 500 copies. Hein. Et puis, quand on en fait une réédition, bien là, ça fait 1000. Bon, j'ai des livres qui ont été réimprimés, comme on dit, réassortés. C'est un réassort, bon. Mais, je veux dire, un best-seller au Québec, là, ça ne dépasse pas 10 000. Ça ne dépasse pas 10 000. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les auteurs ont 10 % des droits d'auteur. Alors, quand on achète un livre 20 $, bien, l'auteur a 2 piastres. Donc, en général, les gens pensent que quand on achète un livre de 20 $, il y a 20 $ qui va à l'auteur. Non. Il y a le libraire qui prend sa quote-part, l'imprimeur, le distributeur. Toutes ces personnes-là ont des frais aussi à payer. Alors, quand on dit 20 $ vont à l'auteur, non, 20 $ vont pas à l'auteur. 20 $ vont à l'appareil, ce qu'on appelle l'appareil éditorial. J'en profite pour vous remercier de votre générosité. Vous êtes passionné. Merci de transmettre cette passion-là. Merci à vous. Merci aux gens qui écoutent. Merci aux gens qui sont sensibles à la littérature. Merci aux gens qui ont envie d'écrire. Et moi, ça m'a été donné, donc je le transmets. C'est comme ça, je le transmets. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Toujours avec Lynn Richard, on aborde maintenant le sujet du club de lecture d'été, donc dans la vie à Bécancour. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière le club de lecture d'été. Et pour nous en parler, Lucie Allard, mairesse de Bécancour. Alors, je m'adresse non seulement à la mairesse, mais aussi à l'ex-coordonnatrice du CPE, Chez moi, chez toi, qui a quand même tenu le fort pendant une 20aine d'années. Alors, Lucie, pourquoi un club de lecture dans la ville de Bécancour?
Bien, ça s'adresse, première des choses, aux enfants du primaire. L'été, il peut y avoir une glissade qu'on appelle la fameuse glissade d'été parce que là, les enfants vont être moins portés à justement lire. Je trouve que la lecture d'été devient vraiment un jeu, devient une activité qui sort des sentiers battus de la période scolaire où les lectures sont vraiment obligatoires. Là, avec toutes les activités offertes par la bibliothèque de Bécancour, ça devient complètement ludique. Donc, les enfants choisissent des lectures. Le thème cette année, c'est « Autour du monde ». Donc, il y a toutes sortes d'activités qui se développent autour de ce thème. Puis, bien, ça permet aux enfants vraiment de voyager, de développer leur imaginaire, de développer aussi leur goût à la lecture, de leur donner confiance dans la lecture. C'est précieux, ce moment avec les enfants pour justement les inciter à lire. Puis, bien, je veux vraiment saluer le travail colossal de nos responsables de la bibliothèque parce que oui, c'est un club de lecture d'été qui se fait environ dans 200 municipalités à travers le Canada, mais à Bécancour, ça a vraiment une connotation très particulière parce que nos responsables vraiment donnent le paquet pour que ça devienne vraiment très intéressant pour les enfants. Donc, il y a toutes sortes d'activités qui s'organisent au cours de l'été. Les enfants peuvent s'inscrire au moment où ils le souhaitent. C'est complètement gratuit. Puis ensuite, bien, il y a toutes sortes de jeux pour inciter les enfants à lire. Donc, il y a je pense, un concours pour encourager la lecture d'une quarantaine de livres. Il y a des prix qui sont joints à tout ça. Donc, écoutez, il peut y avoir tellement d'effets positifs à la lecture. Puis en plus, bien, on réduit le temps d'écran. Ça, c'est aussi très, très important. Mais on le sait, la littératie, c'est ce qui encourage vraiment les enfants à poursuivre dans leurs études. Puis, bien, ça peut aussi être un éveil à la citoyenneté. Donc, il y a toutes sortes d'avantages à encourager les enfants à lire durant l'été. Donc, pour ce motif, bien, c'est vraiment important pour la Ville de Bécancour, le conseil municipal, d'encourager la poursuite de ce projet. Absolument. Alors, la lecture, on sait, c'est le moteur d'apprentissage et en plus, on peut aller chercher le beau sentiment d'appartenance, faire de nouvelles rencontres. Alors oui, tu as raison, Lucie, c'est vraiment un beau moyen. On encourage aussi les enfants à prendre des photos avec leurs livres, des photos qui sont prises en dehors de Bécancour, peu importe où ils se rendent durant leur été, pendant leurs vacances. Donc, au moment où ils prennent le temps de lire, bien, de prendre une photo et tout ça, bien, ça va servir justement à bonifier, à mettre en valeur les activités liées à la lecture. Alors, Lucie, pour en savoir plus sur les activités, en fait, la programmation, on doit s'adresser à... Bien, en fait, c'est le lien Internet là, avec le site Internet de la Ville de Bécancour, www.bécancour.net. Et il y a un lien là, vraiment prévu pour avoir toutes les informations nécessaires pour s'inscrire. Mais sinon, bien, c'est ça, présenter à la Bibliothèque centrale avec son parent, puis pouvoir s'inscrire tout à fait gratuitement. Merci beaucoup, Lucie. C'est un grand plaisir. Merci et bonne lecture. Alors, j'ai avec moi Véronique Smith. Écoute, Véronique, je viens tout juste d'assister à l'activité. Tu es quand même une enseignante en 6e année et tu t'investis dans le club de lecture d'été. Raconte-moi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Oui. En fait, ben, c'est ça. Moi, ça fait 3 ans que je participe au club de lecture. Dans le fond, par hasard, j'allais à la bibliothèque avec mes élèves. Je voyais Caroline, puis on jasait. Puis là, elle me disait qu'elle avait des activités à monter. Je disais, ben moi, je peux t'aider là-dedans. Et on le faisait ensemble. Et finalement, Caro a tellement de travail ici que c'est devenu moi qui monte les activités du club de lecture. Ça me fait du petit divertissement durant l'été. J'aime ça. Puis j'adore la lecture, fait que j'aime ça de l'inculquer aux enfants aussi. Puis là, vous introduisez quand même les enfants entre quel âge, en fait? Ah ben moi, mon éventail, là, ça peut être de la maternelle jusqu'à la 6e année parce que c'est l'âge requis pour participer au club de lecture. Oui. Puis là, dans le fond, j'ai vu que c'est très ludique parce que c'est vraiment sous forme de jeu. Oui. Mon but, moi, c'est de les divertir. Il y a des enfants qui ont leur activité d'été.
le club de lecture. Fait que j'essaie d'être le plus divertissante, le plus dynamique possible. Puis de leur faire voir aussi un éventail large là, d'activités qu'on peut faire ensemble. Aujourd'hui, tu avais quoi, peut-être une dizaine d'enfants? Oui, aujourd'hui, on avait 10. Il y a 2 semaines, on était 22. Quand même, là, ouais. C'est comme une classe, mais un peu comme Émilie Bordelot, là, avec des âges différents. Puis vous le faites combien de fois dans l'été? En fait, c'est aux 2 semaines. Fait qu'il y a souvent comme 4 activités. Et la dernière étant le party là, de fin de saison. Super! Puis j'ai constaté que dans le fond, le parent n'a pas besoin d'être à côté de l'enfant. Non, on prend en charge les enfants. Là. Dans le fond, il y a des parents qui peuvent même quitter. Nous, on s'occupe là, d'être garante des enfants puis de les superviser là, pendant l'heure et demie qu'ils sont avec nous. Bien, félicitations, c'était vraiment une belle activité. C'était beau de voir les jeunes dans la chasse au drapeau. Alors, tout le monde s'investissait puis s'amusait. C'est vraiment ça génial. Alors, bravo. Merci beaucoup. Puis vous êtes les bienvenus n'importe quand. Alors, j'ai avec moi Henri. Dis-moi, Henri, tu as quel âge? 6 ans. 6 ans. Et est-ce que tu aimes lire? Oui. Oui, parce que là, tu commences tranquillement à lire des mots? Oui. C'est quoi ton livre préféré? C'est les livres de dinosaures. Alors, toi, tu aimes les livres qui parlent de dinosaures. Est-ce que tu lis tous les jours? Oui. Est-ce que tu as aimé ton activité à la bibliothèque? Oui. Alors, j'ai avec moi Victor. Victor, dis-moi, tu as quel âge, toi? 9 ans. Tu viens tout juste de participer à l'activité Club de lecture. Dis-moi, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Chercher les drapeaux à travers le jardin des lilas. Vous en aviez combien à trouver? 26. 26 drapeaux. Est-ce que vous avez réussi à tous les trouver? Non, il m'en manquait 3. Quand même, tu as travaillé très, très fort, hein? C'est moi qui ai trouvé le drapeau Canada, là, que tout le monde cherchait. C'était le plus difficile à trouver, hein? Oui. Bravo pour ton beau travail, Victor. Bye-bye. Alors, j'ai un amateur de lecture aussi. Comment tu t'appelles? Audane Lebel-Richard. Et tu as quel âge? 10 ans. 10 ans. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as aimé le plus de l'activité? J'ai bien aimé faire les mots cachés avec les drapeaux. Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Moyen. Moyen, quand même, tu as travaillé fort. Oui, puis j'ai aidé quelqu'un. Oh, wow! Alors, tu as le sens de l'entraide. Eh bien, merci beaucoup. C'est très gentil. Bravo pour ta belle participation. Oui. On peut confirmer que le club de lecture d'été fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancourroise avec toute l'équipe qui l'entoure. 2, 1. Vive le club de lecture! Et c'est Hélène Richard pour Télécœur. La vie à Bécancour nous présente maintenant le Café des Trois Cloches. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière le Café des Trois Cloches. Je vous présente à l'instant cet organisme qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Sylvie Lachance avec moi qui va nous parler du volet des artisans. Bien, le café, c'est surtout une place d'entraide, dans large, dans tous les sens. Ça donne une place, une visibilité aux artisans. Il y a une 50aine d'artisans ici qui vendent leurs produits. C'est tout très local, des gens de Sainte-Gertrude, oui, mais aussi jusqu'à Trois-Rivières, Aston, on en a un peu tout le tour. Et bien, les gens viennent ici, prennent un café, ils jasent. Ceux qui ont qui s'ennuient ou quelque chose, bien, ça leur fait une place de rencontre. Fait que c'est beaucoup ça, le volet du café. C'est très communautaire, rassembleur, et ça l'aide les gens et les artisans. C'est vraiment magnifique. Vous avez un petit café chaleureux. On a le goût de prendre un café justement au milieu de ce beau décor, mais de ces artisans qui travaillent tellement fort pour avoir une exclusivité. Madame Sylvie, on sait que tout ça est rendu possible quand même, mais à cause des gens généreux. Effectivement, ça marche parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui se sont greffés à tout ça. On a une équipe au café, là, Myriam, Pauline, Jocelyne,
qui est là. L'été, ben on a Charlotte qui travaille au café pour l'été. Mais à tous les volets, il y a un sapin de Noël dans le temps des fêtes. Ça, c'est le petit projet de Jennifer Giles et toute une équipe qui gravite autour du sapin de Noël. Quand on fait des expositions, là, actuellement, c'est sur les trucs anciens agricoles. Bien là, il y a plein de gens qui amènent des choses, qui viennent aider à installer ça. Fait que, on ne peut pas tous les nommer, mais il y a beaucoup de bénévoles qui gravitent autour du café et des projets du café. On remarque vraiment une très grande solidarité ici à Sainte-Gertrude. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. On n'aime pas quand il y a des événements malheureux, mais quand ça arrive, c'est là qu'on voit toute l'ampleur. Là, les gens débarquent ici, c'est central ici, qui viennent porter des choses pour aider quand c'est des familles ou des feux ou des accidents ou quelque chose. Merci beaucoup, Madame Sylvie. Et maintenant, je vais passer au volet, en fait, parce que vous avez les visites guidées. Tout l'été, il y a l'église, le café est ouvert, l'église, du mercredi au dimanche de 11h30 à 17h30. Et on a un guide à l'avant, Félix-Antoine, qui fait visiter l'église, qui raconte des petites anecdotes. Et Charlotte qui travaille tout l'été au café. J'en profite pour voler quelques mots à Félix-Antoine, qui est ici à l'église de Sainte-Gertrude, qui est en train de faire sa maîtrise en histoire. Ça fait depuis 2017 que je fais ça, donc presque 10 ans si on calcule bien. Donc, oui, j'aime ça. J'accueille les gens à l'entrée, donc je leur propose de faire une visite guidée gratuite où je raconte l'histoire de l'église, du bâtiment, de l'église, le bâtiment en tant que tel. Donc, Puis j'imagine des personnages importants qui ont passé. Oui, exactement. Des figures qui ont été marquantes dans l'histoire du village de Sainte-Gertrude. Puis cette année, vous avez quand même quelque chose de nouveau. Vous avez instauré une nouvelle visite. Oui, exactement. Donc, cette année, ce qui est nouveau, c'est que nous avons dans un couloir une exposition sur les outils agricoles. En fait, c'était initialement les outils agricoles d'autrefois, mais d'autres objets se sont rajoutés. Donc, pour dire de façon... donc, des outils, des patentes d'autrefois, c'est ça? Des patentes d'antan. Tout ce qui est rudimentaire, j'imagine, est-ce que les gens te posent beaucoup de questions? Oui, c'est les personnes me posent des questions sur les outils. J'imagine aussi que ça suscite beaucoup de souvenirs pour des personnes du troisième âge qui viennent faire des visites. Oui, exactement, parce que ça fait déjà plusieurs années. Nous avons une exposition aussi sur l'histoire de Sainte-Gertrude, donc des familles qui ont prêté leurs photos dans leurs archives familiales afin qu'on les imprime sur des affiches et qu'on les mette. Et donc, par l'histoire des familles, on apprend sur l'histoire de Sainte-Gertrude. Donc, ça l'emmène aussi une belle collaboration de la part des familles qui sont ici à Sainte-Gertrude. Oui, exactement. Super. Merci, Félix-Antoine, de contribuer à cette culture qui a déjà existé. Et je te souhaite vraiment un bel été avec ces familles qui viendront te voir. Merci beaucoup. Un bel été à tout le monde. En fait, pour nous parler du volet spectacle, j'ai Isabelle Méran. Écoute, Isabelle, vous convoitez beaucoup, vous favorisez énormément le spectacle ici au volet culturel. Est-ce que tu peux m'en parler? On a déjà eu Grégory Charles qui est venu chanter ici. On était tellement contentes. On a adoré sa présence. Je confirme, il est super gentil. On travaille peut-être pour le ramener ici. J'en dis pas plus. C'est dans les projets. On a aussi eu la messe à gogo. C'est une messe vraiment théâtrale un peu plus. On a beaucoup ri, on a eu beaucoup de plaisir. Le monde la redemande encore. On travaille pour trouver des musiciens, des collaborateurs finalement pour pouvoir en faire une deuxième édition. Dans le temps des fêtes, on a l'illumination du sapin qu'on fait à chaque année. On va le refaire encore la prochaine saison. Quand l'hiver va venir, pas tout de suite, s'il vous plaît, mais on va laisser la neige de tomber. Sinon, écoute, on a aussi le Salon du livre, qu'on va faire 3e édition cette année, le 22 février. Alors, s'il y a des auteurs et autrices, je fais déjà un appel à tous. Il va avoir eu lieu la 3e édition. Puis Isabelle, dis-moi, qu'est-ce qui vous a amené à penser justement à faire un salon du livre? Puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'écrivains dans le coin, pas connus. Là, j'ai découvert une autre réalité comme celle des artisans. Les artisans, souvent, il n'y a pas de promotion. Ils font leur propre promotion. Les auteurs, c'est la même chose. C'est pas vrai que c'est facile. C'est pas vrai qu'ils ont toutes des énormes maisons d'édition qui font une publicité.
Fait que souvent, ils ont peu de budget, ils vont éditer eux-mêmes, ils vont faire leur propre promotion. Fait que ça veut dire qu'ils payent de leur poche. Et c'est génial ce qu'ils font. Fait que ça me permet de les aider. On les aide de cette façon-là. On a rencontré des gens extraordinaires. À chaque année, c'est des découvertes. On a vraiment de tous les styles. Oui, on a des religieux, mais on a eu aussi des livres érotiques. On a vraiment eu les extrêmes. On a des livres humoristiques sur la vie. On a des livres plus tristes, des réalités. Moi, j'ai découvert une de mes autrices l'année passée. Elle parlait du deuil de perdre. C'est pas tout le monde qui réussit à avoir une grossesse qui sera interne. Fait que on a un deuil prénatal, puis c'est pas facile. Puis c'est une réalité que je connaissais moins, fait qu'elle a écrit là-dessus. Fait que ça me permet vraiment de voir plein de choses, puis de les aider. Oh, ça veut dire qu'à quelque part, ça participe? Oui, on a eu beaucoup de participants. Souvent, je me limitais parce que je n'étais pas certaine. Là, j'ai tenté une approche différente. Cette année, on a mis carrément sur les bancs d'église. Fait que je sais maintenant que ça fonctionne. Fait qu'attendez-vous que la 3e édition va être plus grosse. Oui, parce que là, on sait que ça fonctionne. On a vu nos lacunes, nos forces, fait qu'on va retravailler le concept. Mais oui, on va grossir cette année. Je reviens au volet spectacle parce que même la musique est vraiment au cœur des messes dominicales. Oui, on a essayé de dynamiser un petit peu. Dans le fond, on ne fait pas juste des chansons religieuses. On prend des chansons qui parlent d'amour, d'affection, de lien familial, puis on va les incorporer avec la thématique du curé, à fond, dans la thématique de l'Évangile, de la célébration, pour essayer de mettre ça plus ouvert à tous et chacun. Puis, il faut mentionner que ça a quand même été un succès, et c'est déjà un succès parce que vous avez augmenté le nombre de participants. Écoute, avant la pandémie, on était 30 à peu près quand on comptait le nombre. Puis là, on se tient souvent 50, 80. Oui, on est vraiment plus de personnes qui viennent. Souvent même, on a des jeunes. Fait qu'on est contente de voir que notre but, nous, c'était de changer un petit peu les affaires tranquillement. Fait qu'on fait des tests. Merci beaucoup, Isabelle. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur. Alors voilà, c'est ce qui met fin à votre bulletin de nouvelles de Télécœur de la semaine du 4 mai. Merci d'avoir été des nôtres et c'est un rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain bulletin. Et en attendant, n'hésitez pas à nous contacter pour nous envoyer vos idées ou suggestions ou même vos commentaires, donc à nouvelles au pluriel à commercialtélécœur.tv. Bonne semaine!
Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.